Et on se retrouve sur ce nouveau chapitre qui concerne les relations avec le personnel et les organismes sociaux. Et on va commencer très rapidement en faisant une présentation rapide de la structure du bulletin de paye. Puis, dans un deuxième temps, je vais vous expliquer les mécaniques de ce bulletin de paye et notamment des différents calculs, salaire brut, salaire net, prélèvement à la source. Enfin, on jettera un coup d'œil aux organismes sociaux, suivi par une analyse des documents de paye. Et enfin, on clôturera par la comptabilité de la paye, c'est-à-dire les enregistrements des OD de paye. Alors, on commence avec les éléments qui vont constituer un bulletin de paye. Donc, je vous ai pris un modèle pour vous montrer déjà à quoi ressemble un bulletin de paye. Il faut savoir qu'un bulletin de paye, il va exister à partir du moment où vous avez un contrat de travail entre le salarié et l'employeur. Le contrat de travail, ça va être une convention par laquelle une personne, donc le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, l'employeur, sous sa subordination. Donc il n'a pas d'autonomie, et en échange, il va recevoir une rémunération. Le bulletin de paie, en général, il est présenté au moins une fois par mois, au minimum, et il doit respecter une architecture particulière. Ainsi, un bulletin de paye est toujours structuré de la même façon, quelle que soit l'entreprise. Après, vous allez avoir des agencements un petit peu différents en fonction du logiciel de paye, mais on retrouve toujours des mentions qui sont finalement obligatoires dans tous les bulletins de paye. Alors, dans le bulletin de paye, on va retrouver l'identification de la société. Dans cette identification, on retrouve notamment son nom, son adresse, son numéro de SIRET, son inscription auprès des caisses URSSAF, etc. On retrouve l'identification aussi du salarié. Donc, le salarié est identifié avec son nom, son prénom, son numéro de sécurité sociale aussi, c'est très important. Et on va avoir la période concernée, donc le mois ou le nombre de jours, puisqu'on peut avoir des contrats de 10 jours, 15 jours, 20 jours. Et donc, on aura cette période qui sera indiquée en haut, un peu plus bas. Suivant le logiciel, on le trouvera quelque part. Bon, la période là, vous la voyez, on parle du 1er novembre 2024 au 30 novembre 2024. Dans un deuxième temps, quand on jette un coup d'œil au tableau, on remarquera ici une architecture que vous retrouverez dans tous les bulletins de paye, notamment une présentation des cotisations patronales et des cotisations salariales. Les cotisations patronales qui sont à la charge du patron et qui viennent s'ajouter au salaire, seront présentées dans une colonne qui leur est propre. Dans cette colonne, vous allez avoir les taux suivant les logiciels ou pas, et aussi, vous aurez le montant de cotisation patronale suivant la cotisation. Donc là, on peut voir que pour la santé, par exemple, la sécurité sociale, on a 910 € de cotisation patronale. On retrouve aussi les cotisations salariales qui vont être présentées suivant aussi le modèle du bulletin de paye sous forme d'une colonne où on retrouvera bien sûr tout le temps le montant et aussi le taux. Là, par exemple, on peut voir que pour la sécurité sociale plafonnée, on a 266 € pour un taux de 6,9% de cotisation salariale. Donc, c'est à la charge du salarié, c'est pris sur son salaire brut. Et on va jeter un coup d'œil tout de suite, justement, à cet élément. Un bulletin de paye, il est construit en 3 grands de parties, on va dire. La première partie, ça va être le haut de bulletin, on va calculer le total salaire brut. Et dedans, on va y retrouver le salaire de base, donc ce qui a été signé dans le contrat, mais on peut avoir aussi des primes qui viennent s'ajouter, des indemnités, on peut avoir aussi des avantages en nature qui sont comptés et ajoutés dans le bulletin de paye, dans ce haut de bulletin notamment, dans ce salaire brut, puisque le salaire brut, c'est le salaire qui va être soumis à cotisation sociale, sur lequel on va s'appuyer. C'est ce salaire qui sera soumis à cotisation, que ce soit cotisation salariale ou cotisation patronale. Dans un deuxième bloc, on retrouve la liste des cotisations. Cette liste des cotisations, elle a été synthétisée. Donc, on retrouve d'abord des grands titres avec, par exemple, ici, santé, accident du travail, retraite, famille, sécurité sociale, assurance chômage. Donc, ces grands titres vont regrouper plusieurs cotisations. On peut jeter un coup d'œil par exemple à la ligne, à la catégorie retraite où on retrouve sécurité sociale plafonnée, sécurité sociale déplafonnée, complémentaire tranche 1, complémentaire tranche 2, CET tranche 1 et 2. Donc on voit qu'en fait les cotisations retraite ici sont regroupées ensemble et qu'elles ont toute une base différente finalement puisqu'on retrouve
une base plafonnée et une base déplafonnée. La base plafonnée a un taux, la base déplafonnée a un autre taux. Et on peut voir que vous avez ici donc une multitude de cotisations concernant la retraite, qu'elle soit salariale ou même patronale, puisqu'on a des cotisations salariales pour la retraite, mais aussi des cotisations patronales. Donc on comprend bien que en fait, la retraite, elle est financée et par le salarié et par l'entreprise, en plus de la cotisation du salarié. Enfin, on arrive à la troisième partie du bulletin, puisque après les cotisations sociales, patronales et salariales, on retrouve le total des cotisations et des contributions. Donc, on a un total des contributions patronales et salariales, 1431 pour les cotisations salariales, 2901 pour les contributions patronales. Et on a un élément qui vient s'ajouter juste en dessous, qui est le net imposable. Alors, ce montant est différent du net perçu par le salarié. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va être la base d'imposition du salarié. Il se fera imposer sur ce montant-là et non pas sur le montant qu'il aura perçu. Depuis quelques années, on a aussi une nouveauté qui est le montant net social. C'est un indicateur qui est donné au salarié pour qu'il puisse remplir les informations qu'il a à mettre sur les caisses de prestations sociales et indiquer un montant perçu. Et donc, ce montant, il est directement indiqué dans le bulletin de paie. Il ne sert qu'à ça. Et il permettra aux salariés, finalement, de renseigner ces informations sociales concernant ses revenus lorsqu'il fera des demandes de prestations sociales diverses. Dans cette dernière partie, vous le comprenez, mais on a le net imposable, donc le montant net imposable du salarié, qui fera l'objet d'une imposition. Alors, on a ce qu'on appelle le prélèvement à la source, qui vient prélever en avance l'impôt dû par le salarié. Je m'explique. Depuis quelques années maintenant, les salariés se font prélever un acompte sur impôt, sur l'impôt sur les revenus, directement sur leur bulletin de paye. Ce prélèvement, il est fait par la société qui va régler au nom du salarié le prélèvement à la source. Il ne remplace pas l'impôt parce qu'ici, il faut comprendre que c'est une avance. C'est un acompte sur impôt de l'exercice en cours. Là, on travaillait sur novembre 2024, donc c'est une avance sur l'année 2024. Puis arrivera l'imposition du salarié qui se fera en 2025. Et en fonction de ce qu'il a déjà payé lors des prélèvements à la source, eh bien, il devra payer le solde. Par exemple, on calcule un impôt global à payer sur 2024 de 10 000 euros et le salarié a fait l'objet d'un prélèvement à la source durant toute l'année de 6 000. Eh bien, lorsqu'il fera sa déclaration, il devra payer la différence, donc les 4 000. Il y a le cas aussi inverse où on a payé trop de prélèvements à la source. Finalement, j'ai payé 12 000 euros de prélèvement à la source durant toute l'année, sur les 12 mois qui concernent, par exemple, l'année N. Et quand je calcule l'impôt sur l'année N, l'impôt sur le revenu du contribuable, eh bien, je vois que finalement, c'est que 8 000 euros d'impôt que j'ai à payer. Eh bien, là, l'État, le Trésor public, effectuera un remboursement de 2 000 euros du trop perçu, puisque ici, on a eu trop de prélèvements durant l'exercice. Ainsi, le prélèvement à la source, vous avez un taux qui est fixé par salarié, puisqu'il est propre à chaque salarié, c'est le taux PAS. On peut le voir ici, il est de 6,90, va être multiplié par le montant net imposable que l'on vient de présenter tout à l'heure, pour calculer le prélèvement à la source qui sera effectué sur le bulletin. Ainsi, ici, on peut voir qu'on fait bien 5 668 fois 6,90%, ce qui fait 398 euros. Attention, le taux PAS, il est communiqué par le Trésor public, puisque chaque mois, il peut changer en fonction de la situation du contribuable. Et donc, en fait, ici, chaque salarié aura son propre taux PAS. Une fois qu'on a calculé le montant du PAS, eh bien, on peut déterminer maintenant le montant net à payer au salarié qu'il va percevoir. Et ce montant, bien sûr, ça va être le montant brut, diminution faite des cotisations salariales, diminution faite du prélèvement à la source, d'éventuelles oppositions, et je reviendrai tout à l'heure dessus sur la formule pour bien détailler le traitement. Cela nous permet d'obtenir le net à payer au salarié qu'il recevra directement dans sa poche. Et on peut voir juste à côté qu'on a le total versé par l'employeur, et on peut voir qu'entre ce qui est donné au salarié et ce qui
ce que l'entreprise paye, eh bien, on a un gros delta, puisque ici, pour que le salarié touche 5 170 €, eh bien, on a un total versé par l'employeur de 9 901 €. Vous retrouverez aussi souvent en bas de bulletin le solde des congés, puisque dedans, on présentera finalement les congés acquis par le salarié, les congés qui ont été pris, les congés aussi en cours d'acquisition, puisque vous avez des périodes d'acquisition, et les soldes de congés qu'il reste au salarié pour le suivi des congés payés. Voilà globalement à quoi ressemble un bulletin de paye. Illustrons la mécanique du salaire et de la paye avec ce schéma. On a donc un salaire brut initial qui va comprendre le salaire net du salarié, ainsi que ses cotisations salariales, auxquelles on ajoutera les cotisations aussi patronales. On comprend que les cotisations, qu'elles soient patronales ou salariales, vont être destinées finalement aux organismes sociaux, les caisses URSSAF, les caisses de retraite, Humanis, AG2R, etc. Et que c'est elles qui vont collecter ces cotisations via la société. Pourtant, il y a des cotisations qu'on appelle salariales. Eh bien, ce n'est pas le salarié qui va payer ces cotisations, c'est l'entreprise qui va les payer au nom du salarié aux organismes sociaux. Quand on jette un œil au salaire net, dedans, on retrouve le prélèvement à la source. Donc, le prélèvement à la source qui était l'impôt qui est prélevé en avance sur un salarié, sur le salaire. Et donc, cet impôt, il est prélevé sur le salaire directement. Les éventuelles oppositions. Une opposition, c'est lorsqu'un salarié n'a pas payé une dette envers l'État et que l'État contacte son employeur pour récupérer l'argent directement chez son employeur. Ainsi, l'employeur va retenir la somme et va payer directement l'État. Ça vient donc en moins dans le salaire à percevoir par le salarié, par rapport à ce qu'il aurait touché sans opposition. Les éventuelles avances et acomptes qui auraient été perçus par le salarié. Un salarié peut demander une avance. Au début du mois, il a des difficultés financières et demande une avance qui est acceptée par l'entreprise. Bien là, ça viendra en moins par rapport à ce que l'entreprise doit au salarié. Ainsi, le salaire net moins le pass, moins l'opposition, moins les avances et acomptes nous permettra d'obtenir le salaire net à payer au salarié, ce qui va toucher réellement. Ainsi, le pass, il est destiné à payer l'État, il sera donné au trésor public. Les éventuelles oppositions seront payées aussi et au trésor public, puisqu'en général, c'est l'État qui fait ces oppositions. Et enfin, le salaire net sera perçu directement par le salarié.